réflexion que les grands peintres furent toujours les contemporains des grands poètes, leurs compatriotes. Enfin, les grands artisans d'un pays ont presque tous été contemporains. Non seulement les grands peintres de toutes les écoles ont vécu dans le même temps, mais ils ont été les contemporains des grands poètes, leurs compatriotes. Les temps où les arts ont fleuri se sont encore trouvés féconds en grands sujets dans toutes les sciences, dans toutes les vertus et dans toutes les professions. Il semble qu'il arrive des temps où je ne sais quel esprit de perfection se répand sur tous les hommes d'un certain pays. Il semble que cet esprit s'en retire après avoir rendu 2 ou 3 générations plus parfaites que les générations précédentes et que les générations suivantes. Dans le temps où la Grèce était seconde en Apelle, elle était aussi fertile en Praxitèle et en Lysippe. C'était alors que vivaient ses plus grands poètes, ses plus grands orateurs et ses plus grands philosophes, Socrate, Platon, Aristote, Démosthène, Isocrate, Thucydide, Xénophon, Eschyle, Euripide, Sophocle, Aristophane, Ménandre et plusieurs autres ont vécu dans le même siècle. Quels hommes que les généraux grecs de ces temps-là! Quels grands exploits ne faisaient-ils pas avec de petites armées? Quel prince que Philippe, roi de Macédoine, et son fils! Qu'on ramasse tout ce que la Grèce a produit d'hommes illustres dans les siècles qui se sont écoulés depuis Persée, roi de Macédoine, jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs, et l'on ne trouvera pas dans ces 17 siècles de quoi composer un essaim de grands hommes en toutes sortes de professions qui soit aussi nombreux que celui qu'on peut ramasser sans sortir du siècle de Platon. Toutes les professions dégénèrent en Grèce en même temps que les lettres et les arts. Tite-Live appelle Philopémène, un des préteurs des Achéens durant le règne de Persée, roi de Macédoine, le dernier des Grecs. Le siècle d'Auguste eut la même destinée qu'avait eu le siècle de Platon. Parmi les monuments de la sculpture romaine, nous n'avons rien de plus beau que les morceaux qui furent faits dans le temps d'Auguste. Tels sont le buste d'Agrippa, son gendre, qui se voit dans la galerie du Grand-Duc, le Cicéron de la vigne Mathée, comme les chapiteaux des colonnes du temple de Jules César, qui sont encore debout au milieu du Campo Vaccino, et que tous les sculpteurs de l'Europe sont convenus de prendre pour modèle quand ils traitent l'ordre corinthien. Ce fut sous Auguste que les médailles romaines commencèrent à devenir belles, et la gravure est un art qui suit ordinairement la sculpture dans toutes ses destinées. Nous reconnaissons le temps où plusieurs pierres gravées ont été faites par les sujets et par les têtes qu'elles représentent. Les plus belles pierres romaines sont celles que nous reconnaissons pour avoir été faites du temps d'Auguste. Tel est le Cicéron sur une agate qui était à Charles II, roi d'Angleterre, et la pierre du cabinet du roi qui représente Auguste et Lévi. Telle est la pierre donnée au feu roi par Fèche de Bâle. On le voit, où l'on voit Apollon jouant de la lyre sur un rocher. C'est l'attitude qui caractérise l'Apollon actiaque dans les médailles d'Auguste, sous qui cette nouvelle divinité parut au monde après qu'il eut gagné la bataille d'Actium. On a même une autre raison de croire que ces pierres ont été gravées du temps d'Auguste. C'est le nom des graveurs qu'on y lit dans la place où le nom de l'ouvrier se trouve gravé quelquefois dans ces sortes d'ouvrages. Or, Pline et d'autres nous apprennent que ces excellents graveurs sur les pierres travaillaient sous cet empereur. On peut encore citer l'agate en relief qui se voit à Vienne, dans le cabinet de l'empereur, laquelle représente Auguste et Livie, ainsi que celle dont Montfaucon nous a donné le dessin dans son voyage d'Italie, et qui représente Marc-Antoine et Cléopâtre. Enfin, le plus précieux des joyaux antiques, l'agate de Sainte-Chapelle de Paris, dont l'explication a exercé le savoir de 5 antiquaires des plus illustres, fut faite sous Auguste ou sous ses 2 premiers successeurs, Pérez, Tristan, Albert Rubens, le roi et Ardouin sont d'accord sur ce point-là. On peut dire de l'architecture romaine ce que nous venons de dire de la sculpture. Le théâtre de Marcellus, le portique et les décorations intérieures de la rotonde, le temple de Jules César dans le Campo Vaccino, le temple du Jupiter Anxur à Terracine, qu'on sait par une inscription gravée sur un des marbres du gros mur être l'ouvrage de l'architecte Polion, et le temple de Castor et Pollux, construit à Naples
aux dépens d'un affranchi d'Auguste, sont réputés les monuments de la magnificence romaine les plus honorables pour leur architecture. Tout le monde sait dès le collège que les plus grands poètes romains, ou pour parler plus juste que tous les grands poètes latins, à l'exception de 2 ou 3, fleurirent dans le siècle d'Auguste. Ce prince a vu, ou du moins il a pu voir, Virgile, Horace, Properce, Catulle, Tibulle, Ovide, Phèdre, Cornelius Gallus et plusieurs autres dont nous avons perdu les ouvrages, mais qui furent autant admirés de leur temps que ceux que nous admirons encore aujourd'hui. Il a pu voir Lucrèce qui mourut l'an de Rome 699 et le jour même que Virgile prit la robe virile, suivant que Donat le remarque dans la vie de Virgile. Créec, le dernier et le meilleur commentateur de Lucrèce, s'est trompé dans la vie qu'il nous a donnée de son auteur en le faisant mourir le même jour que Virgile était né. Mon intérêt m'oblige de le reprendre ici de cette faute. Voici ce que dit Horace du mérite de Fundanus, de Pollion et de Varius, 3 autres poètes contemporains d'Auguste. Tu es unique, Fundanus, parmi les vivants par l'aimable talent de badiner en tes légers ouvrages, avec les ruses d'une courtisane, avec Dave Dupont le vieux Crémès. Pollion chante les actions des rois dans le vers à triple mesure. Le bouillant Varius coule comme personne l'examètre vigoureux. Les Camènes, amis des chants, ont accordé à celui de Virgile la grâce aisée et spirituelle. C'est un grand préjugé en faveur de ces poètes qu'un écrivain aussi judicieux qu'Horace les mette dans la même classe que Virgile. La plupart des poètes que j'ai cités ont pu voir Cicéron, Hortensius et les autres orateurs romains les plus célèbres. Ils ont vu Jules César, citoyen aussi distingué par son éloquence et par plusieurs vertus civiles que capitaine fameux par ses exploits et par son intelligence dans l'art militaire. Tite-Live, le premier des Romains dans l'art d'écrire l'histoire, Salluste, l'historien que Paterculus et Catilien osent comparer à Thucydide, ont vécu du temps d'Auguste. Ils furent contemporains de Vitruve, le plus illustre des architectes romains. Auguste était né quand Aesopus et Roscius, les plus célèbres comédiens dont les antiquités romaines fassent mention, moururent. Quels hommes que Caton d'Utique, Brutus et la plupart des meurtriers de César! Quel homme devait être Agrippa qui fait une fortune si prodigieuse sous un prince aussi bon juge du mérite que l'était Auguste? Comme le dit Sénèque, le père, tout ce que l'éloquence romaine possède pour affronter ou surpasser la Grèce présomptueuse s'est épanoui autour de Cicéron. C'est alors que sont nés tous les génies qui ont apporté quelque éclat à notre art. Par la suite, la situation s'est dégradée de jour en jour. Les pontificats de Jules II, de Léon X et de Clément VII, si fertiles en grands peintres, produisirent aussi les meilleurs architectes et les plus grands sculpteurs dont l'Italie puisse se vanter. Il parut en même temps des graveurs excellents dans tous les genres que cet art renferme. L'art naissant des estampes se perfectionna entre leurs mains au sortir du berceau, autant que la peinture se perfectionna dans les tableaux de Raphaël. Tout le monde connaît le mérite de l'Arioste et du Tasse, qui du moins naquirent dans le même âge. Fracastor, Sanazar et Vida firent alors les meilleurs vers latins qui aient été composés depuis que les lettres romaines ont jeté de nouvelles fleurs. Quels hommes, chacun en son genre, que Léon X, Paul III, les cardinaux Bembo et Sadolet, André Doria, le marquis de Pesquer, Philippe Strozzi, comme de Médicis, dit le Grand, Machiavel et Guy Chardin, l'historien. Mais à mesure que les arts sont déchus en Italie, les places et les professions de ces grands hommes ont cessé d'être remplies et d'être exercées par des sujets d'un aussi grand mérite. Les plus grands sculpteurs français, Sarrazin, les Anguier, le Hongre, les Marcy, Girardon, Desjardins, Coisevox, Le Gros, Théodon, Puget et plusieurs autres qui travaillent encore ont vécu sous le règne du feu roi, ainsi que le Poussin, le Sueur, le Brun, Coipel, Jouvenet, les Boulognes, Forest, Rigaud et d'autres qui font honneur à notre nation. N'est-ce pas sous son règne que les Mansards ont travaillé? Vermeul, Mélan, Edelling, Simoneau, Nanteuil, les Poilly, Masson, Pitot, Van Schuppen, Mademoiselle Stella, Gérardot, Audran, Leclerc, Picard et tant d'autres graveurs
dont les uns sont morts et les autres vivent encore, ont excellé dans toutes les espèces de gravures. Nous avons encore eu dans le même temps des orfèvres et des graveurs de médailles comme Varin qui méritent que leur réputation dure aussi longtemps que celle de Dioscoride et d'Alcimédon. Sarrazin, les Corneille, Molière, Racine, La Fontaine, Despréaux, Quinault et Chapelle ont été successivement les contemporains de tous ces illustres. Ils ont vécu en même temps que le nôtre, si célèbre pour avoir perfectionné et même créé en quelque façon l'art des jardins en usage aujourd'hui dans la plus grande partie de l'Europe. Lully, qui vint en France si jeune qu'on peut le regarder comme français, bien qu'il fût né en Italie, a tellement excellé dans la musique qu'il a fait des jaloux parmi toutes les nations. Il a vécu de son temps des hommes rares par leur talent à toucher toutes sortes d'instruments. Tous les genres d'éloquence et de littérature ont été cultivés sous le règne du roi par des personnes qui seront citées pour modèles aux savants et qui dans l'avenir s'appliqueront aux mêmes études qu'eux. Le père Pétot, le père Sirmont, monsieur Ducange, monsieur de Launoy, messieurs de Valois et Duchesne, monsieur d'Herbelot, Vaillant, le père Rapin, le père Comire, le père Mabillon, le père d'Aquéry, le père Thomasin, Arnaud, Pascal, Nicole, le Bossu, le père Le Bossu, le maître, monsieur de la Rochefoucauld, le cardinal de Ré, monsieur Beauchard, monsieur Saumaise, le père Malebranche, monsieur Claude, monsieur Descartes, Gassendi, monsieur Rouault, l'abbé Régnier, monsieur Patru, monsieur Huet, monsieur de la Bruyère, Fléchier, de Fénelon, archevêque de Cambrai, monsieur Bossuet, évêque de Meaux, le père Bourdaloue, le père Mascaron, le père Desmarais, monsieur de Vaugelas, monsieur d'Ablancourt, l'abbé de Saint-Réal, monsieur Pélisson, monsieur Régis, monsieur Perrault et tant d'autres ont vu naître les chefs-d'œuvre de poésie, de peinture et de sculpture qui rendront notre siècle célèbre à jamais. On trouve dans les deux générations qui ont donné à la France les savants illustres que je viens de nommer une multitude de grands hommes en toutes sortes de professions. Combien ce siècle fécond en génie a-t-il produit de grands magistrats? Le nom de Condé, le nom de Turenne seront l'appellation dont on se servira pour désigner un grand capitaine. Tant que le peuple français subsistera, quel homme eût été le maréchal de Guébriant sans la mort prématurée qu'il enleva dans la force de son âge? Tous les talents nécessaires dans les armes ont été exercés par des sujets d'un mérite distingué. Le maréchal de Vauban est regardé non seulement par les militaires français, mais encore par tous ceux de l'Europe comme le premier des ingénieurs. Quelle réputation n'ont pas encore aujourd'hui dans toute l'Europe plusieurs ministres dont le feu roi s'est servi? Souhaitons des successeurs à tous les illustres qui sont morts sans avoir encore été remplacés, et que les Raphaël en tout genre de profession qui vivent encore laissent du moins des Jules romains qui consolent un jour de leur perte. Valerius Paterculus, qui composa son histoire vers la 15e année de l'empire de Tibère, a fait sur la destinée des siècles illustres qu'il avait précédé les mêmes réflexions que je viens de faire sur ces siècles-là et sur les autres siècles illustres qui sont venus depuis que cet historien a écrit. Voici comme il s'explique à la fin de son dernier livre. Je ne saurais m'empêcher de mettre ici sur le papier des idées qui me viennent souvent dans l'esprit sans que je puisse le réduire en forme d'un système évident et suivi. N'est-on pas frappé quand on remarque, en faisant réflexion sur les événements des siècles passés, que les personnages éminents en toutes sortes de professions ont toujours été contemporains, qu'ils se sont tous rencontrés dans un même âge, dont la durée n'a pas été longue. En peu d'années, Eschyle, Sophocle et Euripide portèrent la tragédie à sa perfection. Aristophane, Eupolis et Cratinus mirent sur pied en un temps fort court le spectacle que nous appelons l'ancienne comédie. Ménandre avec Philémon et Diphile, ses contemporains, s'ils ne furent pas égaux, perfectionnèrent en peu d'années ce qu'on appelle la nouvelle comédie. Inventeurs de nouveaux genres de poésie, ils laissèrent des ouvrages qui ne devaient pas être imités. Les philosophes illustres de l'école de Socrate finirent avec ses disciples Platon et Aristote. On remarquera qu'ils avaient vécu dans le même temps que les grands poètes dont j'ai parlé. A-t-on vu de grands orateurs après Isocrate? A-t-on vu après ses disciples, du moins après les élèves de ses disciples?
Le siècle qui produisit ces grands hommes fut si court que tous ils ont pu conserver les uns avec les autres. Ils ont pu converser les uns avec les autres. La même chose qui est arrivée dans la Grèce est encore arrivée à Rome. Si vous remontez plus haut qu'Attius et ses contemporains, vous ne trouvez que la rudesse et même de la grossièreté dans la tragédie latine. On ne saurait louer les devanciers de cet auteur que d'une seule chose, d'avoir été les premiers à travailler. Le véritable sel de notre scène comique ne se fait sentir que dans les pièces d'Afranius, dans celles de Cécilius et dans celles de Terence, trois poètes contemporains. On trouve dans l'espace de 80 ans tous les bons historiens romains et même Tite-Live. Nous ne voyons parmi les historiens des siècles précédents que des auteurs tels que Caton, c'est-à-dire des analystes obscurs et grossiers. Le temps fécond en bon poète n'a guère été plus durable que le temps fertile en bon historien. L'art oratoire, l'éloquence romaine, en un mot, la perfection de la prose latine ne se voit que dans Cicéron et dans ses contemporains. Parmi les orateurs venus avant lui, il en est un peu qui nous ait laissé des ouvrages capables de plaire. Aucun d'eux n'en a laissé que nous admirions. On pourrait au plus faire quelques exceptions en faveur de Caton, mais vous me pardonnerez Publius Crassus, Publius Scipion, Laelius Fanus, Sergius Galba, et vous les frères Gracques, je ne dois pas vous accepter de la loi commune. Ceux qui feront attention sur les temps où les grammairiens, les peintres, les statuaires et les sculpteurs fameux ont vécu trouveront qu'ils furent toujours les contemporains des poètes, des historiens et des orateurs illustres, leurs compatriotes, et que la durée des beaux siècles fut toujours bornée à un petit nombre d'années. Lorsqu'il m'arrive donc de comparer notre siècle avec les siècles précédents et de faire réflexion que c'est vraiment que nous voulons imiter nos devanciers, qui n'étaient que des hommes comme nous, je ne saurais me rendre à moi-même une raison de la différence sensible qu'on remarque entre leur production et les nôtres, laquelle me satisfasse. Le sentiment de Paterculus est ici d'une autorité d'autant plus grande que ses contemporains avaient entre les mains, lorsqu'il écrivait, une infinité d'ouvrages que nous n'avons plus. La plupart sont perdus aujourd'hui, et nous ne saurions pour ainsi dire juger le procès aussi bien qu'on le pouvait juger alors. D'ailleurs, l'expérience de ce qui s'est passé depuis Paterculus donne encore un nouveau poids à ces réflexions. Nous avons vu que la destinée du siècle de Léon X avait été la même que celle du siècle de Platon et celle du siècle d'Auguste.